Bienvenue dans les dossiers noirs. Ici, on rouvre des affaires qu'on aurait préféré oublier. Des récits vrais, des crimes qui n'auraient jamais dû voir le jour. Des histoires sorties de l'ombre. Aujourd'hui, j'ouvre un dossier qui, encore maintenant, me colle la chair de poule. À chaque fois que je relis ces pages, j'ai l'impression de remonter dans un train fantôme. Étouffant, terrifiant. Et à la fin du trajet, il y a Jeffrey Dahmer, le cannibale de Milwaukee. On est en 1960. Une petite maison banale, pelouse bien tondue. À l'intérieur, un garçon silencieux, Jeffrey Dahmer. Un gosse qui passe plus de temps à regarder qu'à parler. Sa mère, Joyce, est fragile, nerveuse. Elle avale des médocs comme d'autres prennent des vitamines. Son père, Lionel, chimiste, est toujours absent. Entre les deux, c'est la guerre froide. Et au milieu, il y a Jeffrey. Il apprend très tôt qu'il vaut mieux se taire dans ce contexte familial déchiré. Jeffrey, il aime les animaux. Mais pas comme les autres gosses. Il veut savoir comment ça marche, à l'intérieur. Alors il dissèque. Il note. Il garde des bocaux. Son père trouve ça curieux, presque scientifique. Alors, il l'encourage. Il n'imagine pas qu'il vient d'allumer la mèche. J'ai lu ce passage du rapport. Un adolescent calme, sans amis, souvent observé seul, au bord de la route, a regardé les animaux morts. Moi, je me suis dit, ça commence toujours comme ça. Pas avec des cris, mais avec le silence. À 16 ans, Jeffrey découvre qu'il aime les garçons. À cette époque-là, dans le Midwest, c'est un secret qui pèse lourd. Alors, il l'enterre profondément. Et plus il l'enterre, plus il creuse ailleurs. Dans sa tête, les images tournent. Des silhouettes masculines, immobiles, dociles. Il rêve de possession, pas d'amour, mais de contrôle total. Ce vide-là, je l'ai vu chez d'autres. Mais chez lui, il allait devenir un gouffre. Quand ses parents divorcent, Jeffrey reste seul dans la maison, seul avec ses pensées. C'est là que le premier démon se réveille. 1978. Dahmer a 18 ans. Un soir, il croise Steven Hicks, un gamin qui rentre d'un concert, guitare sur le dos. Alors il l'invite à boire une bière, chez lui. Juste une bière. Il rigole un peu, il parle de musique. Puis Hicks dit qu'il doit rentrer. Et là, quelque chose se casse dans la tête de Dahmer. La peur du vide, de la solitude. La peur que tout recommence, comme avec ses parents. Alors il agit. Et ensuite, il reste là, à regarder le corps, comme s'il attendait qu'il se réveille. Il comprend qu'il a franchi une ligne et qu'il ne pourra plus revenir en arrière. Dans les dossiers, on lit les mots désarticulation, nettoyage, disparition de preuves. On ne lit pas le tremblement dans ses mains, mais moi je l'imagine. Le calme après la tempête. Puis, la routine. Jeffrey vient de trouver sa méthode. Après ça, 10 ans
sans meurtre connu. 10 ans à jouer les ombres. Jeffrey Dahmer va s'engager dans l'armée. Mais il boit trop. Alors, il se fait virer. Les rapports médicaux parlent d'un jeune homme effacé, en proie à des pensées envahissantes. Il s'installe seul et l'alcool devient son seul compagnon. Puis en 1987, il rencontre Steven Tuomi. Dahmer se réveille à côté d'un corps. Il dit qu'il ne se souvient de rien. Le mensonge parfait pour ne pas voir la vérité en face. Ce meurtre-là, c'est le vrai départ. Car après ça, il ne va plus s'arrêter. En 2 ans, 8 hommes disparaissent. Tous jeunes, souvent issus des minorités. Certains n'ont jamais eu droit à une photo dans les journaux d'ailleurs. Dahmer les attire chez lui. Parfois, il dit qu'il veut les prendre en photo et parfois, il paye. Toujours, il cherche le même regard, vide, perdu. Celui qu'il peut contrôler. Quand on voit les photos saisies par la police, on ne voit pas du sang. On voit la mise en scène. Chaque cliché est un tableau figé, un moment qu'il voulait éternel. Dahmer, c'est l'obsession de la présence. Il ne supporte pas l'abandon. Il veut garder, posséder, et il croit qu'en arrêtant le temps, il arrête l'abandon. Dans ses carnets, il note des expériences, des produits chimiques, des mesures, des essais. Ce n'est pas de la folie, c'est de la méthode. C'est ça le plus terrifiant chez lui. Ce calme, cette logique glaciale. Il injecte de l'acide dans le cerveau de ses victimes, encore vivantes, pour en faire des zombies dociles. Mais évidemment, ça ne marche pas. En 1991, Dahmer vit dans un immeuble gris, appartement 213. Les voisins se plaignent des odeurs. Il dit qu'il garde de la viande avariée. Personne n'insiste, même pas la police. Qui le croit? Ce genre d'indifférence, je l'ai vu bien trop souvent. Et le 22 juillet, un type réussit à s'enfuir. Il s'appelle Tracy Edwards. Il court dans la rue, à moitié nu, menotté, à un poignet. Panique dans les yeux. Il trouve une patrouille de police, miraculeusement. Et du coup, les flics montent chez Dahmer. Ce qu'il découvre, je préfère le dire comme je l'ai lu, et non pas comme je l'ai vu. Des preuves multiples, photographies, bocaux, structures organiques, non identifiées. Voilà ce qui était écrit dans le rapport. Et ça suffit pour hanter une vie entière. Un des enquêteurs du dossier m'a dit qu'en ressortant de l'appartement, il a vomi sur le trottoir et que pendant des semaines, il n'a plus pu supporter l'odeur du chlore. On imagine l'horreur. Dahmer avoue tout, 17 meurtres. Il parle calmement, comme s'il récitait une liste de courses. Il dit qu'il voulait créer un compagnon éternel, qu'il voulait garder près de lui ceux qui l'aimaient. J'ai noté une phrase dans sa déposition. Je ne voulais pas leur faire de mal, je voulais juste qu'ils restent. Et c'est peut-être ça le plus terrifiant chez Dahmer. Cette logique de la solitude, cette peur de l'abandon perpétuel.
En 1992, c'est le procès. Milwaukee, au tribunal du comté. Les familles sont là, serrées les unes contre les autres. Dahmer écoute, silencieux, impassible, comme il l'a toujours été. Les psychiatres défilent les uns après les autres. Certains parlent de troubles de la personnalité, d'autres de conscience intacte. Le juge va trancher. Dahmer est lucide. Il n'est pas fou. 15 peines de prison à perpétuité vont tomber. 957 ans derrière les barreaux. Et le plus terrifiant, c'est ce que Dahmer va confesser pendant ses interrogatoires. Ouais. Il a mangé ses victimes. Dahmer est un cannibale. Et il les a mangés pour les garder en lui, pour toujours. Quand le verdict tombe, Dahmer baisse les yeux. Un des parents des victimes crie son nom. Il ne répond pas. J'ai regardé la vidéo d'audience. Vous l'avez peut-être vue, vous aussi. C'est pas un monstre qu'on voit. C'est un homme vide, hanté par le mal. En 1994, 2 ans après le verdict, Dahmer est abattu par un autre détenu, Christopher Scarver. Fin de dossier. Fin de l'homme. Dans les journaux, on parle de justice divine. Moi, j'appelle ça juste la dernière page d'un rapport. Ce que Dahmer laisse derrière lui, c'est un gouffre immense. Des familles brisées. Des enquêteurs qui n'ont plus dormi. Et ce nom, Dahmer, devenu symbole de la peur. Parfois, je repense à ce dossier. Je me dis qu'il n'y a rien à comprendre. Et d'autres soirs, quand tout est calme, je me surprends à rouvrir les photos, les témoignages, à essayer encore de savoir à quel moment un être humain cesse d'en être un. Jeffrey Dahmer n'était pas un démon tombé du ciel. C'était un homme, comme vous, comme moi. Un homme qui a laissé l'ombre gagner. Et ce qu'il a fait, c'est ce que l'humanité préfère ne pas voir. Et pourtant, tout le monde l'a vu. Alors ce dossier, je le referme. Plus de photos, plus de témoignages. C'était le dossier noir de Jeffrey Dahmer, le cannibale de Milwaukee. D'autres affaires vous attendent. À bientôt.